Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lionnes. Bonjour Mina. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans les locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel Dieu Mina Pouvez. Vous êtes experte RH. Vous avez travaillé pendant des années à Euronews, Tout à fait. on peut le dire. Oui, absolument. Et vous êtes actuellement en reconversion professionnelle et vous allez devenir, en tout cas vous êtes en train de vous spécialiser, de devenir consultante sur toutes les questions de bien-être en entreprise, santé mentale, etc. Tout à fait. Un sujet qui est en plein cœur des préoccupations. Absolument. Vaste et utile et urgent. Et urgent, j'ai l'impression aussi. Urgent. Moi, j'avais envie justement de vous inviter parce que vous êtes aussi également franco-iranienne. Absolument. Donc, on va pouvoir, nous, vous savez, on parle souvent, évidemment, de nos âmes sœurs. De nos lionnes. De lionnes iraniennes. Donc, je suis contente qu'on puisse, avec vous, sans doute en parler aujourd'hui. Mais Mina, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous, l'engagement? Alors, l'engagement, pour moi, ce sont des actions positives qu'on met au profit, au service de la société, des autres. Des actions qui tendent à mener à des progressions, des améliorations, à briser des plafonds de verre. Est-ce que je suis une femme engagée? Je crois que oui. Je crois qu'il y a deux formes d'engagement. Un premier engagement, évidemment, des grandes causes qu'on connaît tous, le harcèlement, la parité, toutes sortes de choses, voilà, toutes ces grandes causes, la pauvreté, et puis toutes ces grandes personnes qui ont été ambassadrices, marraines, je pense, Sœur Emmanuelle, Mère Teresa, mais aussi toutes les ambassadrices de l'UNICEF, etc. Donc ça, ce sont les grands engagements qui sont utiles, qui sont indispensables. Et puis, je crois qu'il y a des engagements que j'appelle dans les petites choses de tous les jours. Et ces engagements-là sont à la portée de tous et sont aussi absolument nécessaires et sont très faciles. Parfois, ce sont vraiment des petites choses, mais qui changent tout et qui font une grande différence. Au sein des services RH dans lesquels j'ai pu travailler, j'ai toujours voulu faire passer le ressources humaines, le humain d'abord. Pour moi, c'était vraiment important, surtout quand on travaille dans des sociétés de services, surtout quand on travaille, voilà, avec essentiellement avec que des personnes. Bien sûr. Et ces petites choses sont vraiment infimes et parfois, il s'agit juste d'un café. Prendre un café avec quelqu'un. Regardez, c'était à propos. On y est. Alors, on n'a pas forcément ce joli mug, mais parfois, on sent une personne qui n'est pas bien dans son poste, qui n'est pas bien dans sa fonction. On sent peut-être une tension entre deux personnes. Et parfois, juste faire parler ces personnes, les écouter, peut désamorcer des situations qui peuvent devenir bien plus graves plus tard ou créer des abcès qui sont bien douloureux et bien plus compliqués à soigner plus tard. Donc, ce que vous me dites, c'est en fait avoir une attention à l'autre, finalement. Absolument. Et alors, chez vous, il s'est traduit comment cet engagement? Parce que, je le disais, vous êtes franco-iranienne, donc j'imagine que c'est aussi des sujets des grandes causes qui vous touchent. Absolument. Vous le traduisez comment? Sur ces deux pieds, des grandes causes et en même temps les petits gestes du quotidien? Les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Le quotidien, c'est en famille, dans un cercle d'amis, dans un club de sport, évidemment, quand on travaille, dans le milieu du travail, dans le cercle du travail. Par exemple, en ressources humaines, on fait une chose, lorsque les personnes reviennent de longues maladies, il y a très souvent des femmes, et très souvent des femmes qui reviennent de cancer, et très souvent de cancer du sein. Il y a les lois, les règles qui nous imposent de prendre rendez-vous avec la médecine du travail, de faire une visite de reprise, de faire des aménagements de poste, etc. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je trouve que vraiment, lorsqu'une personne revient après 1, 2 ans, 1 année, 2 années d'absence, et qu'elle est passée par des traumatismes incroyables, des douleurs, des moments difficiles, il est important de l'accueillir. Et de l'accueillir toujours finalement, cette même idée d'un café, d'un moment. Pendant son absence, des personnes sont parties, des nouvelles personnes sont arrivées, le logiciel sur lequel elle travaillait a peut-être un peu changé. L'apprivoiser avec son nouveau contexte, avec son nouveau... Et ça, ce sont les petites choses, voilà, qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui ne coûtent rien, ou vraiment des infimes sommes, mais qui donnent à une équipe une impulsion, qui donnent à la personne qui revient une impulsion énorme. Ça, ce sont les petites choses qu'on peut faire au quotidien. Après, effectivement, comme vous le disiez, les grandes causes, alors non pas que les autres ne soient pas des grandes causes, hein, bien au contraire, mais les grandes causes, oui, évidemment, les femmes iraniennes, les femmes afghanes,
qui sont en quelque sorte les cousines des femmes iraniennes. Les Iraniens sont cousins, on peut le dire comme ça, et qui vivent des choses terribles, on le sait, depuis des années, on le voit. Être leur porte-voix, ne pas les laisser tomber dans l'oubli, ne pas les laisser subir ces choses-là, qu'elles sachent, très souvent quand on parle avec des gens en Iran, des jeunes femmes en Iran, alors d'abord elles ont un courage et que je salue, un courage incroyable, mais très souvent elles disent « Ah mais on sait qu'en dehors vous nous soutenez et ça nous fait chaud au cœur, c'est important » et très souvent on rétorque oui mais on fait pas grand-chose, oui mais on sait que vous pensez à nous, on sait que vous êtes là et pour nous c'est déjà énorme. Ouais, briser la solitude. Briser la solitude, savoir que en dehors elles sont soutenues, que leur cause n'est pas vaine, que d'autres personnes se battront à leur côté ou en tout cas les soutiennent et sont leur porte-voix en Occident. Alors Mina, vous avez le regard évidemment franco-iranien, vous avez cette double perception. Vous avez aussi travaillé avec beaucoup d'équipes internationales, je le disais, vous avez travaillé chez Euronews, donc vous avez mélangé des cultures, des habitudes de travail, etc. Différentes. Moi, j'avais envie de vous demander, quel est votre regard sur la place des femmes ? Est-ce que vous trouvez qu'en France, les femmes sont suffisamment présentes dans le débat public, dans l'espace public ? Quelle est votre perception ? Évidemment, si on compare à l'Iran et à l'Afghanistan, elles sont très présentes. Mais dans l'absolu, elles ne sont pas assez présentes. Dans l'absolu, les femmes ne sont pas assez représentées. Et je crois surtout que dans l'absolu, les femmes n'osent pas assez. Je crois vraiment que les femmes devraient oser plus aller au bout de leurs rêves, oser plus intervenir, agir, interagir. On entend très souvent, quand, au service des ressources humaines, notamment quand on voit des fiches de poste, quand on voit des personnes qui postulent, on entend très souvent des femmes dire « Ah bah tiens, là, il y a 5 compétences. Oui, mais alors il y en a une que j'ai pas. Non, alors je pourrais pas postuler, c'est embêtant. » Et pourtant, elles ont le savoir-faire, elles ont le savoir-être. Et pour la compétence qu'elles n'ont pas et qu'elles pourront acquérir par la suite, parce que tout s'apprend, elles en ont 3 supplémentaires, mais qu'elles ne voient pas parce que finalement, elles se disent non, il faut vraiment ça, alors ça, j'ai pas. Donc en fait, on focalise sur ce qui ne va pas. Absolument, absolument. Et on focalise pas assez sur tout ce qu'on a, tout notre savoir-être et finalement, d'une certaine manière, notre spécificité. On a une intuition que les hommes n'ont pas. Alors, qu'une chose soit claire aussi, je viens pas me poser en contraire aux hommes, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Et je pense qu'on est complètement complémentaires. Et je pense que le jour où on aura tous compris cette complémentarité, alors on aura gagné une victoire incroyable, incommensurable. Mais effectivement, les femmes doivent oser, doivent se dire, bah non, si j'ai pas celle-là, mais attends, j'ai ça, puis j'ai fait ça, et ben je vais essayer, je vais y aller. Ne serait-ce que ce premier pas d'y aller, c'est déjà une victoire énorme. Alors, on va parler de ce que vous avez fait, mais d'abord, j'aimerais bien savoir, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grande ? C'était quoi votre rêve ? Je crois que c'était toujours d'être en contact des personnes et d'aider les personnes. Je crois que ça a toujours été mon rêve. Petite fille, à 6 ans, 7 ans ? Petite fille. Ah ouais. Vous vouliez aider les gens. Et puis, très jeune, j'ai connu la Révolution. J'avais 9 ans quand la Révolution est arrivée. C'est arrivé en bas de chez nous. Notre immeuble a pris feu. On a été obligés de s'enfuir de l'immeuble, d'escalader des murs. On est arrivé chez une vieille dame arménienne dont je me souviendrai toute ma vie qui nous a accueillis. J'en suis encore émue quand j'en parle. Et effectivement, dans ces cas-là, on a peur. Dans ces cas-là, il y a une certaine souffrance. Et je me souviens très bien m'être dit, à ce moment-là, si je peux soulager les souffrances des gens, il faut le faire. Ouais. Il ne faut pas laisser les gens souffrir. Donc, très, très jeune, j'avais déjà cette idée en tête. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai toujours travaillé dans des domaines où l'humain était au centre. J'ai travaillé d'abord en tant qu'agent de voyage, organisatrice d'événementiels. Alors attendez, là vous allez trop vite, vous allez beaucoup trop vite. Donc là vous venez de parler d'un point important, vous avez donc vécu la révolution en Iran. Ça vous a poussé à partir ? Oui, tout à fait, nous avons quitté l'Iran, oui. Vous avez dû quitter l'Iran à ce moment-là ? En 1979, oui, tout à fait. Vous avez fait quoi ? Donc vous êtes venu en France à ce moment-là ? Oui, parce que mon père est franco-iranien. D'accord. Que nous sommes venus pour passer quelques mois en France en se disant que ça allait se calmer. Ouais. Et puis ça ne s'est pas calmé. Et puis voilà, nous sommes restés ici, nous avons fait notre vie ici, mes parents ont trouvé du travail, se sont installés, moi je suis allée à l'école.
Et puis voilà, on a construit notre vie comme toute personne qui... Mais chahuté, puisque j'imagine que là, on arrive, on perd tous ses repères, Oui, absolument, on perd ses repères, on a toujours quand même cette peur, comme ça, dans l'arrière-pensée, voilà, les scènes reviennent, qu'est-ce qui va se passer? Les scènes de violence sont là, et puis à l'époque, il y avait évidemment la télé, donc on regardait la télé, on voyait qu'il se passait des choses monstrueuses, qu'il y avait des exécutions très nombreuses et très violentes, que ça ne se calmait pas, et puis... À ce moment-là, en Iran, on est d'accord qu'on vivait... De belles années et que les... Juste un peu avant la Révolution, effectivement, alors certainement, il y avait des choses qui n'allaient pas et on va pas se leurrer. Effectivement, des choses probablement n'allaient pas, peut-être que, peu importe, économiquement, politiquement, etc. Mais globalement, l'ambiance était plutôt bonne. Et les femmes étaient libres. Et les femmes étaient libres. Les femmes étaient vraiment libres. Si vous regardez sur n'importe quel réseau social, les photos des femmes des années 70 sur la plage, en ville, à l'université, et puis il y avait des femmes juges, des femmes avocates, des femmes professeurs, des femmes cinéastes. Oui, elles étaient visibles dans toute la société. Alors vraiment le sujet de la femme, globalement, parce que dans certaines familles, évidemment non, mais globalement, c'était presque un non-sujet. Les femmes pouvaient avoir accès à tout. Ouais. Et là, d'un seul coup, donc tout est bouleversé. Vous vous retrouvez, vous arrivez en France, vous devez tout reconstruire. Vous vous orientez vers quoi? Donc là, à ce moment-là, il y a plusieurs années qui passent, j'imagine, mais vous vous dites quoi? Donc vous voulez aider l'autre, aider les gens? Aider l'autre, aider les gens. Alors j'ai fait d'abord du droit. Ouais. Et puis c'était trop abstrait pour moi, en tout cas à la fac. Je me suis orientée vers le tourisme. D'accord. En me disant que dans le tourisme, on avait une façon d'amener une ouverture d'esprit aux gens. C'était pas juste le tourisme loisir. Voilà, on va aller dans des hôtels-clubs, ça va être sympa, on va danser, on va... voilà. C'était pas que ça. C'était de dire, on va découvrir des pays, on va découvrir des gens, on va découvrir des cultures. Et puis, amener les gens à aller vers l'extérieur. S'intéresser aux autres. Donc, c'était vraiment dans cette démarche-là. Et donc là, vous faites du tourisme, enfin vous faites des études de tourisme. Voilà, et je travaille pendant 14 ans dans le tourisme, dans des grandes compagnies. Alors vous faites quoi dans cette compagnie? Enfin, c'était quoi votre job? Alors il y avait plusieurs compagnies, donc j'ai été commerciale et puis j'ai été ce qu'on appelait dans un service groupe, c'est-à-dire que j'organisais, je créais, je préparais des voyages de groupe. Des voyages pour des... Alors, à l'époque, ça s'appelait les comités d'entreprise. Maintenant, on appelle ça des CSE. Et puis, un peu plus tard, quand je suis arrivée à Lyon, j'ai travaillé pour ProTravel et Carlson Wagonlit, des séminaires, des incentives, des congrès, toutes sortes d'événements comme ça. Et c'était plutôt du domaine de l'événementiel. Donc là, vous faites une première période de carrière là-dedans. Voilà. Et puis un plan social. J'ai 40 ans et je me dis, bah tiens... Bon, là, je m'éloigne un peu finalement de ce que je voulais faire, d'une certaine manière. Qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je vais faire un bilan de compétences. Et puis, par hasard, une amie m'appelle et me dit, tiens, maintenant que tu n'as plus ton travail, avant de commencer ton bilan de compétences, Euronews cherche une personne pour installer une équipe de journalistes iraniennes à Lyon, au sein d'Euronews, et leur donner l'antenne, financée par la Commission européenne. Donc voilà, je me dis, pourquoi? Oui, c'est super. Alors l'idée, évidemment, était formidable, parce que ça permettait, du coup, à l'Iran et aux Iraniens d'avoir accès à une télévision qui était d'une qualité extraordinaire. Euronews, ça a été une télévision d'une qualité extraordinaire, des infos d'une qualité extraordinaire, et qui couvrait aussi bien la politique que les sujets sociétaux, que la culture, etc. Et puis, le syndrome de l'imposteur, parce qu'on l'a tous, finalement. On l'a tous, me dit, non, mais là, je connais pas, je sais pas. J'ai pas les compétences pour. Les compétences pour. Et puis, mon ami me dit, écoute, postule, tu verras bien. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Et effectivement, j'ai postulé, j'ai passé un entretien avec une personne, ça s'est très, très bien passé. Et la personne me dit, vous commencez quand? Et là, ça m'est un peu tombé dessus, comme ça... sur le coin du museau, donc je me suis dit, je sais pas trop, puis je réfléchis, puis est-ce que je le fais pas, et puis bon, le temps d'un week-end, et je me suis dit, allez, je me lance dans l'aventure, c'est quand même une aventure super, et moi qui voulais donner un sens, et retrouver du sens à ce que je faisais, c'était évidemment l'idéal pour ça. Donc, on a mis en place l'équipe iranienne. Donc, ça a été beaucoup d'interviews. C'était compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui devaient sortir d'Iran pour passer des interviews. C'était pas toujours facile d'avoir des visas. Des personnes qui étaient un peu partout à l'étranger, qui étaient soit réfugiés politiques, soit... Donc, c'était pas évident non plus de les faire venir. Certains avaient peur, peut-être, en se disant, si on est pris, est-ce qu'on pourra retourner en Iran? Est-ce que... Enfin, vous voyez, il y avait toutes ces questions politiques un peu compliquées dans les rapports de ces personnes qui ne savent pas si elles peuvent rentrer dans un pays qui est une dictature. Bien sûr.
Voilà. Ouais. Et puis, on a mis 1 an à installer cette équipe. L'installation s'est faite et on a diffusé L'idée, c'était d'avoir des Iraniens qui, depuis l'Iran, pouvaient... Depuis Lyon. Depuis Lyon, ok. Voilà. Pouvaient couvrir... Voilà, de la même manière qu'à Lyon, nous avions les équipes portugaises, espagnoles, anglaises, allemandes, italiennes, etc. Et on avait une équipe iranienne qui donc diffusait exactement les mêmes sujets à l'époque que toutes les autres langues. Et c'était diffusé en Iran, en Afghanistan, au Tadjikistan. Oui, d'accord, ok. Et c'était très riche parce que ça permettait à toutes ces personnes, donc aux Iraniens, aux Afghans, aux Tadjiks, etc., d'avoir accès à une information vue d'un prisme européen, ce qui était très rare parce que c'est souvent des prismes plutôt américains. Ouais. Et puis, beaucoup de culture, beaucoup de... Et puis, de l'économie, du sport, etc. Donc, c'était très riche. Et ça, pour moi, ça a été une vraie victoire. De permettre... d'avoir été une des pierres à l'édifice de ça. Un travail collectif. Absolument. Donc là, vous avez fait à nouveau un morceau de carrière chez Euronews. Euronews, voilà. Et puis, je devais rester 1 an. Et puis, au bout de cette année, j'ai eu un CDI. Et je me suis occupée de diverses équipes linguistiques. Donc françaises, portugaises, anglaises, encore un peu les Iraniens. Et puis après, on changeait régulièrement pour qu'il y ait un petit turnover. Et puis, on a commencé à avoir une casquette de plus en plus RH. Et là, je me suis vraiment, vraiment intéressée aux ressources humaines et je me suis vraiment intéressée à l'humain dans les ressources. Ça a été là vraiment une vraie révélation. Quel est votre regard là, sur votre carrière quand vous regardez au-dessus de l'épaule? Vous vous dites, qu'est-ce qui était le plus compliqué? Est-ce que ça a été des opportunités pour avancer, changer de mission? Est-ce que c'est des gens qui vous ont poussé? Est-ce que ça a été un frein d'être une femme ou pas du tout un sujet? J'ai eu beaucoup de chance. Depuis le début, parce qu'en fait, j'ai un papa qui est, je crois, plus féministe que les femmes. Ouais. J'ai un mari qui est plus féministe que les femmes. Donc, pour moi, mais vraiment que pour moi et probablement pour ma maman aussi, ça a été plutôt toujours un non-sujet. D'accord. Après, dans le quotidien, oui, ça a pu quelquefois être un frein. Alors, j'ai été toujours entourée de personnes très bienveillantes. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance et je reconnais cette chance. Ouais. Il y a quand même eu des difficultés, les difficultés qu'ont les femmes quand elles tombent enceintes, quand elles sont plus fatiguées, parce que voilà, les menstruations, les choses comme ça. Voilà, ça, j'ai pu connaître ça un peu comme toutes les femmes. Et qui a influencé votre carrière? Est-ce que c'est vraiment vous qui avez été moteur de votre carrière ou est-ce qu'il y a des gens qui... Non, je crois que j'ai vraiment été moteur de ma carrière. J'ai, cela dit, beaucoup appris auprès de personnes qui m'ont entourée. Dans le tourisme, je travaillais avec un monsieur qui est décédé malheureusement il y a 1 an, qui était vraiment un mentor. Il m'a beaucoup appris, et toujours avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de droiture. Lui m'a appris la droiture. À Euronews, j'ai travaillé avec une personne qui m'a beaucoup appris à gérer les gens, à oser. Elle osait. C'est une personne qui est encore là et qui ose beaucoup. Et elle nous a appris à oser, à aller de l'avant, à faire le petit pas en plus. Donc, j'ai pu chaque fois prendre des bribes ici et là d'éléments, de compétences, de savoir-faire qui m'ont aidée. Mais si vous avez osé, là, aujourd'hui, elles manquent de quoi, les femmes en France, de votre point de vue? Oser. Vous croyez que c'est ça? Moi, je crois que... Alors... Mais c'est une injonction, mais concrètement, on fait comment? Je crois je crois que selon les milieux, effectivement, il y a des milieux qui sont très difficiles, où elles sont malmenées, effectivement. Et il est difficile parfois de s'extirper de ces milieux. Il est difficile de s'extirper d'un manager ou etc. qui n'est pas bienveillant ou qui fait pas attention, qui est pas délicat. Ça, effectivement, ça existe. Hein, on le voit tous les jours. Et puis la preuve en est tous les burn-out qu'on voit, tous les mal-être au travail, etc. Ça, on le voit. C'est pas une légende. Mais je crois que et c'est marrant parce que selon les pays, ça peut être un peu différent. On voit par exemple très bien qu'en Amérique, les enfants, dès qu'ils sont petits, dès la maternelle, on leur apprend à faire un spectacle de théâtre, à préparer un projet avec 3 cartons et je sais pas, à chanter devant les gens. Et du coup, ils ont une facilité à aller vers l'autre. Une facilité, par exemple, à prendre la parole en public. Ça, c'est une chose qui n'est pas évidente. Beaucoup de personnes craignent de prendre la parole en public. Beaucoup. Oui. Mais ça s'apprend.
Alors ça s'apprend sur le tard aussi, mais si on travaillait ça un peu plus en amont, à l'école, par exemple, je pense que ça aiderait beaucoup plus. Ça aiderait beaucoup plus. Et puis, effectivement, inculquer aussi aux femmes, et ça, je crois que c'est aussi une partie du rôle des ressources humaines, de dire aux femmes, par exemple, quand il y a un poste et qu'elles voudraient postuler à un poste au sein de la même entreprise, pour monter ou avec soi, effectivement, cette compétence, tu ne l'as pas, mais regarde, tu as celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et peut-être que celle-ci, tu ne l'as pas parce que c'est le contrepoids de celle-ci qui peut aussi être un plus. Vous voyez, il y a toujours un réglage comme ça, et je pense vraiment, vraiment que la communication aide beaucoup. Et la bienveillance. On parle beaucoup, beaucoup de bienveillance maintenant dans les entreprises. Malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, ce n'est qu'un mot. Quand c'est vraiment appliqué, c'est vraiment efficace. Et tout le monde a y gagner. Mina, on parlait tout à l'heure de la situation des femmes iraniennes et du fait de la nécessité de ne pas les oublier. Concrètement, aujourd'hui, quelle est la situation des femmes en Iran et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Alors, la situation est mauvaise, aussi bien en Iran qu'en Afghanistan. Je tiens vraiment à mentionner les femmes afghanes aussi, parce que ce qu'elles vivent est très difficile. Rendez-vous compte que... Calvaire. C'est un calvaire. Rendez-vous compte qu'elles ne peuvent plus chanter. Tout le monde a le souvenir de la voix de sa maman qui a chanté une berceuse, qui nous a consolés en fredonnant quelque chose. Imaginez qu'on a interdit à Maria Callas de chanter. Imaginez que la Tebaldi n'est pas chantée. Imaginez que Edith Piaf n'est pas chantée. Oui, mais la voix des femmes. La voix des femmes, c'est incroyable. Le symbole est... Ces femmes-là ne peuvent plus parler, ne peuvent plus chanter, ne peuvent plus susurrer. Et c'est impensable. Elles sont invisibles. Elles sont invisibles. C'est impensable. C'est impensable. Vraiment, c'est impensable. On ne peut pas tolérer ça au XXIe siècle. Et c'est juste à quelques jets de pierre de chez nous. C'est une très mauvaise image que j'utilise, mais c'est vraiment pas loin. C'est 5-6 heures de vol de chez nous. C'est rien. En Iran, la situation est mauvaise aussi. Et puis encore plus en ce moment avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Les filles, les jeunes femmes surtout, sont extrêmement courageuses parce qu'elles osent. Elles sortent sans le voile. Elles se battent, elles chantent. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, on voit énormément de jeunes filles qui dansent, qui chantent, qui parlent dans les rues comme ça, sans voile, avec juste un manteau, etc. C'est d'un courage inouï. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous ? Il faut partager ? Alors, il faut partager, il faut en parler, il faut oui, effectivement, chacun dans son cercle, chacun sur son réseau social, chacun vraiment en parler, partager. Et puis, il y a des associations, par exemple, je pense à Femmes Azadi, qui est très active, Mona Jafarian, elles sont en train d'essayer de faire passer cet état de fait comme crime contre l'humanité. Parce que ça en est un. Bien sûr. Parce que ça en est un. Parce que tout d'un coup, des jeunes filles disparaissent. Je pense à la petite Nicole Academy qui a osé enlever son voile en public, qui avait 16 ans, qui était mignonne comme tout. Et puis on l'a retrouvée tombée d'un immeuble, le crâne fracassé. Elle avait été violée, battue. Oui, parce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'au-delà, on entend beaucoup parler des cheveux qui dépassent du voile, mais on ne parle pas du sort qu'on réserve aux femmes. Mais c'est ça. Abominable. C'est-à-dire que les femmes sont emprisonnées pendant des jours, voire des semaines, on ne sait pas où elles sont. Elles sont dans des prisons, elles sont malmenées et elles sont violées. Et il y a des tortures physiques, mais psychologiques énormes et monstrueuses, atroces. Et puis, la vie n'a pas vraiment de valeur. Ces personnes-là n'ont ni foi, ni loi. Donc, elles tuent, et c'est comme ça. Et si vous voulez récupérer le corps de votre enfant, ils vous font signer une décharge en disant crise cardiaque, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils l'ont massacré. Ça a été un champ de guerre. Cet enfant a été un champ de guerre. Donc effectivement, je crois qu'il faut vraiment en parler, il faut vraiment agir, et puis peut-être organiser. Moi, je pense à l'organisation, j'en suis vraiment aux prémices, mais d'un événement qui serait le chant des femmes. Toutes les femmes pourraient se réunir quelque part un jour et chanter, fredonner une dizaine de chansons, juste en mémoire d'eux, en l'honneur de ces femmes-là. Bien sûr. Mais encore une fois, comme vous le disiez, c'est pas qu'une question de voile. Évidemment, c'est horrible. Ça, on est d'accord. Et pour moi, on ne peut pas s'entendre dire qu'une femme est obligée de pécher. Non. C'est pas possible. Ta voix est obligée de pécher, tes cheveux sont obligés de pécher, c'est pas. Mais il y a tout le reste. C'est-à-dire qu'en Iran, une femme compte pour la moitié d'un homme. Une femme ne peut pas accéder à toutes les études. Une femme ne peut pas exercer toutes les professions. Elle ne peut pas être juge parce que, évidemment, elle n'a pas assez de jugeote et d'intelligence pour pouvoir trancher
une situation, un conflit. C'est innommable. Une jeune fille, une enfant, parce qu'il s'agit vraiment d'enfants, peut être mariée à l'âge de 9 ans. Alors pour elle, un vieillard, quelqu'un de 30, 35, 40 ans. Ce sont des situations qui sont... Je n'ose même pas dire moyenâgeuse. Ce qui est d'autant plus révoltant, c'est que ça se passe au XXIe siècle, là, dans notre monde, avec tout ce qui circule. Et surtout des situations où on repart en arrière. Parce que c'est complètement, ça, hein, complètement. Ça nous rappelle malheureusement que tout ce dont on dispose ici... Il ne faut rien prendre pour acquis, exactement, d'une certaine manière. Et d'une fragilité... énorme. Et vraiment, il ne faut rien prendre pour acquis. Il faut vraiment faire attention. Alors, 2 choses. Il faut que nous ayons conscience de la chance que nous avons ici. Parce que ça, je crois que c'est quelque chose de très important aussi. Relativiser les choses. Alors, je sais bien, on a tous des hauts, des bas, des choses difficiles qui nous arrivent dans la vie personnelle, professionnelle, etc. Mais il y a toute une série d'événements que l'on peut relativiser, vraiment. Et puis, effectivement, se souvenir qu'on a une chance inouïe d'être ici avec toutes les facilités que ça comporte en matière de soins, en matière d'éducation, en matière d'instruction, en matière de loisirs, en matière de liberté. Et puis, avoir toujours une petite pensée. Et puis, les réseaux sociaux. Alors, très souvent, on se dit que les réseaux sociaux n'ont pas que du bon, effectivement. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait redire, mais on peut communiquer avec toutes ces femmes à travers les réseaux sociaux, spécialement les Iraniennes. En Afghanistan, malheureusement, c'est plus compliqué. Mais encore que Radio Begum, Télé Begum, etc. Et c'est vraiment de faire passer des messages pour les femmes afghanes. Mais sur les réseaux sociaux, on peut faire passer des messages, on peut faire passer des images, on peut faire passer un certain soutien, construire des chaînes de solidarité. Et ça, c'est très important, encore une fois. Mina, dernière question. Si vous aviez, vous, une baguette magique, si demain vous étiez nommée ministre de l'égalité femmes-hommes, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes, plus visibles en France dans le débat public ? Je crois à la première mesure qui est la base, qui est l'éducation. L'éducation et la culture. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Renforcer l'éducation à l'école. Apprendre aux enfants, dès leur plus jeune âge, un peu ces figures qui, encore tout à l'heure, je parlais d'oser, vous parliez d'injonction, mais toutes ces personnes qui ont osé. Moi, je pensais à Catherine Switek qui a couru. Vous savez, c'est cette première femme marathonienne qui a couru à Boston, dans le marathon des hommes. Et elle a voulu le faire, et elle a cru, elle a osé, elle y allait. Elle s'est fait houspiller, elle s'est fait malmener, elle s'est fait insulter. Son mari, qui était quelqu'un d'extraordinaire, l'a soutenue. Et elle est allée jusqu'au bout du marathon. Montrer des images fortes comme ça aux enfants. Alors, pour leur dire qu'il faut oser ses rêves. Il ne faut pas avoir peur, il faut y croire, il faut y aller. Et d'autant plus quand on est dans un pays comme celui-ci où beaucoup de choses sont permises et finalement on arrive toujours d'une certaine manière à avoir accès à l'éducation, à l'instruction, à la culture. Et puis plus particulièrement en entreprise, parce que c'est un sujet qui me tient qui me tient très à cœur. Vous savez, on a eu pendant un moment toutes ces chartes, notamment de qualité, les normes ISO 9001, 9002 et toute la déclinaison. Mettre en place des chartes comme celle-ci, mais qui soient un peu plus incitatives. C'est-à-dire que vraiment mettre des chartes... alors, j'aime pas le mot obligation, parce qu'encore une fois, ça enlève cette idée de liberté, mais où on engage fortement les entreprises à participer à ces chartes et mettre en place des audits et des audits régulières avec des personnes extérieures, avec des experts, avec des représentants du personnel, avec des collaborateurs de l'entreprise, avec des managers, où les problèmes sont vraiment soulevés, où on écoute vraiment beaucoup ces femmes, où on enjoint les personnes, que ça ne soit pas juste une idée, une jolie idée. Il faut l'appliquer. Parce que vraiment, en entreprise, encore une fois, je le dis, et je peux le dire maintenant avec quelques années d'expérience derrière moi, l'écoute, la communication et la bienveillance sont des leviers qui sont bénéfiques pour tout le monde, tant pour le collaborateur, le salarié, que pour l'entreprise. Très bien, Mina. Merci beaucoup d'avoir pris ce Café des Lionnes ce matin. Merci à vous, Alexandra. Avec nous, je suis sûre que ça vous aura plu. Je vous propose en tous les cas de dédier cet épisode et ce podcast à toutes les femmes iraniennes et les femmes afghanes auxquelles on pense, évidemment. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Merci.